Alors, ce qu'il est important de souligner, c'est aussi que notre cadre d'analyse, ici, c'est un cadre qui va essentiellement porter sur le court terme. C'est-à-dire que dans ce cadre, nous allons nous intéresser à la croissance économique, mais pas n'importe quelle croissance économique. Il va falloir faire une distinction entre deux types de croissance essentiellement. Alors, nous avons la croissance effective, et entre parenthèses, on peut appeler ça conjoncturelle. Voilà, et nous avons également ce que l'on appelle la croissance potentielle. Le modèle que l'on voit, le modèle ASAD que nous étudions, n'est pas un modèle de croissance potentielle. Voilà. Modèle qui vise à analyser la croissance effective conjoncturelle. Quelle est la différence? Dans notre analyse de la croissance effective, en fait, nous sommes essentiellement sur le court terme, c'est-à-dire que la croissance du PIB, c'est une croissance de court terme parce que en économie, la définition du court terme, c'est que le stock de capital est fixe. Alors, cela veut dire que pour produire une quantité donnée, pour que toutes les entreprises d'une nation arrivent à un certain niveau de production, de PIB, les entreprises combinent deux facteurs de production. Donc, le produit, c'est une fonction du capital et du travail. Alors, on met des heures travaillées et on met une certaine quantité de capital. Tous les individus, en fonction du taux de chômage de la nation, souvenez-vous qu'on réfléchit au niveau de la nation et non pas de l'entreprise. Donc, dans les heures travaillées, il y a le problème du chômage. S'il y a beaucoup de chômage, on travaille peu. S'il y a peu de chômage, on travaille beaucoup. Et quand on combine le travail des individus avec le capital des entreprises, alors cette fonction, qui est la capacité de production de la nation, qui permet de produire un certain montant de revenus. Alors ici, dans cette croissance de court terme, on suppose que le stock de capital est fixe, avec une barre au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises peuvent acheter du capital pour plus tard produire plus. Par exemple, elles se disent, voilà, nous sommes limités par rapport à notre capacité de production, nous avons tant de machines-outils, on veut produire plus, on va acheter plus de machines, mais on étudie, on analyse cet achat, mais nous n'étudions pas le fait que acheter plus de machines signifie avoir plus de capital et donc produire plus. Ça, nous n'allons pas analyser ce deuxième temps. Ça, c'est le rôle de la croissance potentielle. Et là, c'est une analyse de long terme dans laquelle le stock de capital est variable. Et en fonction de combien une entreprise accumule du capital, achète du travail et combine capital et travail, nous avons une idée de quelle serait la croissance maximum à laquelle on peut prétendre à très long terme. Mais à court terme, le stock de capital est fixe. Donc le seul moyen pour les entreprises à court terme de pouvoir produire plus, c'est d'embaucher plus d'individus. C'est pour ça que l'analyse de court terme fait un lien, le PIB, et donc la croissance conjoncturelle ou effective, et le travail, donc les heures travaillées. Et qui dit heures travaillées dit heures non travaillées, c'est-à-dire le chômage. Donc l'idée centrale, c'est de dire, on s'intéresse à la croissance effective de court terme, le stock de capital est fixe, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas augmenter leur production en achetant du capital. On analyse le fait qu'elles achètent du capital, c'est l'investissement, mais on n'analyse pas que plus tard, elles vont utiliser ce capital pour produire plus. Ça, c'est pour le long terme. Donc, on répète, le seul moyen pour une nation dans ce modèle, c'est d'augmenter les heures travaillées, donc réduire le chômage. Donc, nous avons un lien direct dans cette analyse. On a AS, offre globale, demande globale. On a un point d'équilibre qui sera un point d'équilibre avec un PIB qui n'est pas le PIB de plein d'emploi. Et nous avons un lien direct entre le PIB et le plan d'emploi,
Parce que si le PIB est inférieur au plein emploi, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas suffisamment de capital, mais cela signifie qu'il n'y a pas suffisamment d'heures travaillées pour produire le revenu de plein emploi. Et donc le revenu, il utilise les heures qu'on a, le capital étant fixe. Donc si ce revenu est trop faible par rapport au plein emploi, ça veut dire qu'il y a le chômage. Donc il y a un lien direct entre revenu et chômage. C'est très important. Alors ici, nous avons le revenu de plein emploi. C'est si on utilise tous les individus et si on utilisait tout le stock de capital. Évidemment, si on voulait analyser la croissance potentielle, l'idée, ça serait de dire, bien à long terme, le stock de capital peut bouger et à long terme, les quantités d'individus bougent parce que nous avons la démocratie, nous avons l'immigration, nous avons la natalité. Et donc, en analysant le long terme, voilà, on va se rendre compte que ce qui n'était pas possible, bien, devient possible. Alors, comme il y a le plein d'emploi, donc cette courbe de plein d'emploi bouge à long terme. À long terme, on a plus de capital, on a plus d'individus qui travaillent dans un pays avec la natalité et l'immigration. Donc, on a plus de capital avec l'utilisation des investissements. Donc, le revenu de plein d'emploi augmente, c'est-à-dire que ce que l'on pourrait produire au maximum augmente. Ça, c'est la croissance potentielle. Ce modèle n'analyse pas cela, ça reprend à des lois différentes et il faut donc des graphiques différents de celui-ci. Pour l'instant, on reste dans la croissance conjoncturelle et on reste dans le graphique AS-AD. Donc voilà, donc on nettoie un peu pour dire 2 ou 3 mots sur les différences principales entre AS, AD, graphique macroéconomique. La courbe AD ici, c'est une demande globale. Et ce n'est pas du tout une courbe de demande agrégée de marché. Non, 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 ce n'est pas de la microéconomie. La raison à cela, c'est une question d'interprétation. Ça, c'est la demande globale qui est composée de la demande des différents agents. Voilà, demande publique, demande d'investissement, demande de consommation, importation, exportation. Et donc, qui est faite par tous les agents d'une nation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demande macroéconomique dépend de tout un tas de paramètres et elle est différente de la demande microéconomique qui, elle, quand les quantités, voilà, quand les prix baissent, les quantités augmentent. Donc la raison pour laquelle la demande est décroissance en microéconomie, c'est parce qu'il y a un effet de substitution. En microéconomie, la demande est décroissante en partie à cause de l'effet de substitution. C'est-à-dire que si le prix, imaginons que ça c'est le marché des voitures, le prix des voitures baisse, les individus demandent plus de voitures et les quantités de voitures augmentent parce que les voitures sont substituées à un autre mode de transport dont les coûts d'opportunité augmentent. Donc si le prix des voitures baisse, on consomme plus de voitures au détriment par exemple des transports en commun. Alors ça c'est l'effet de substitution. Maintenant revenons à la macroéconomie. Cette courbe de demande agrégée, il n'y a pas d'effet de substitution. C'est la courbe de demande de toute une nation pour tous les produits, donc on ne peut pas substituer un produit à un autre. Et voilà, on s'intéresse à un problème agrégé, un problème donc qui est déjà global. Donc comme on s'intéresse de façon globale à tous les produits, on ne peut pas dire que les individus vont d'un produit à un autre. Voilà. Donc elle est décroissante du niveau des prix pour d'autres raisons. Et la raison principale est parce que quand le niveau général des prix augmente, le pouvoir d'achat à revenu égal diminue. Donc la consommation a tendance à diminuer, l'investissement a tendance à diminuer, et donc les importations également. Mais ça, encore une fois, on le verra dans le détail. Pour l'instant, ce qu'il est important de retenir, c'est que les raisons pour lesquelles la courbe de demande est décroissante du prix, c'est pour des raisons autres que microéconomiques. De même, la courbe d'offre globale en microéconomie est reliée à l'offre au coût marginal. Alors que ici, voilà, il ne s'agit pas de cela. Voilà. Ici, c'est un peu plus complexe. Pour comprendre la courbe d'offre globale, il va falloir comprendre comment fonctionne le marché du travail, c'est-à-dire, si on revient à notre fonction de Cobb-Douglas, voilà, avec la production des entreprises qui dépendent des quantités de travail et des quantités de capital. Le
capital étant fixe, on s'en souvient, c'est de produire plus, il faut embaucher plus. Pour embaucher un peu plus, il va falloir comment ça se passe sur le marché du travail. Donc proposer un salaire plus élevé, ça va correspondre peut-être à des coûts salariaux plus élevés, peut-être qu'il va falloir négocier, discuter avec les syndicats sur la négociation du salaire. Alors pour voir comment AS, l'offre globale, augmente, il ne suffit pas simplement de dire que bon, c'est le coût marginal, il faudra regarder comment fonctionne le marché du travail et analyser cela et comment se négocient les conventions salariales. Donc la possibilité de travailler plus et à quel salaire. Donc voici une présentation sommaire de ce que nous allons faire et j'espère que vous avez un peu compris les différences entre cela et la microéconomie, pardon, en termes de sujet et en termes d'approche également. Donc c'est-à-dire le fait qu'on analyse une nation entière, le comportement de tous les consommateurs, de toutes les entreprises, de tous les ménages, du gouvernement, fait qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas en macroéconomie comme en microéconomie, ou en tout cas qui ne sont plus pertinentes, comme par exemple l'effet de substitution. Voilà.